Et donc, je te regarde toi? Bah, dans l'idéal. Je veux vraiment dire, c'était sympa, mais il y a un clip sur Pure. Il y a un truc à la base. Si c'était classique 21, limite classique rock, tu vois. Raphaël Glucksmann, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de pouvoir discuter avec vous de votre nouveau livre, Les Enfants du Vide, paru chez Alary Éditions. Les Enfants du Vide, c'est un titre choc pour un constat qu'il est tout autant. En gros, on est une génération qui est dans un gouffre économique, écologique, social, idéologique. Ma question est simple, alors pourquoi est-ce qu'on se retrouve comme ça dans ce vide sans écho ? En fait, on est le produit d'une histoire qui dure depuis des décennies, qui est celle de l'émancipation des individus vis-à-vis de toute forme de récit et de structure collective. Et ça a commencé dans les années 60-70, ça s'est amplifié avec la révolution néolibérale des années 80, et finalement les individus se sont mis à exister en se prenant eux-mêmes comme finalité de toute chose, comme horizon absolu. Et on se retrouve dans une situation qui est l'inverse en fait de celle de nos parents quand ils sont nés. Nos parents, ils sont nés dans une société qui était saturée de dogmes, de certitudes, de verticalité, de structure. Et toute leur vie, ils ont dû s'émanciper de ces mythes, quand ils étaient de droite, de ces mythes nationalistes ou patriarcaux, quand ils étaient de gauche, de ces mythes révolutionnaires, s'émanciper de ces mythes pour pouvoir penser librement, agir librement en tant qu'individu libre. Et nous, on est dans la situation, on est Anaïté dans la situation inverse. C'est-à-dire qu'on est dans le vide. Pas dans le trop-plein, mais dans le vide. Et si eux, leur mission, c'était de briser des chaînes, nous, la nôtre, ce sera plutôt de retisser des liens, de essayer d'inscrire l'individu dans une perspective collective. Et ça suppose en fait de changer notre rapport à nous-mêmes, au monde et à nous-mêmes. De cesser de se prendre comme horizon et de réapprendre à mourir à soi-même. Et pour réapprendre à mourir à soi-même, vous dites qu'il faut se confronter du coup à un certain nombre de paradigmes qui ont l'air bien installés, vous les déconstruisez et c'est très intéressant. Un de ceux-ci, par exemple, ce serait de dire qu'il y a une vision de l'histoire qui est linéaire et progressiste. Vous dites rien ne nous dit que le futur, c'est effectivement un monde démocratique. Ça vient notamment d'une discussion que vous avez en Ukraine avec un de vos amis qui dit mais... Rien n'est certain contre cette vision qui est finalement très réductrice. Non, et puis il y avait cette idée comme ça, très ancrée en nous, que finalement notre modèle était la fin de l'histoire et qu'il allait s'étendre à l'ensemble de l'humanité. Et une nuit, en fait, à Kiev, j'assiste à une scène où il y a une grand-mère qui se fait renverser par une voiture et la voiture ne s'arrête pas, elle continue et une ambulance passe. Et avec un ami ukrainien, on essaye d'arrêter l'ambulance. Et elle refuse en fait de prendre en charge la grand-mère parce qu'elle dit, l'ambulancier dit que c'est pas son secteur. Finalement, on est obligé de le corrompre pour qu'il prenne la grand-mère. Et une fois que l'ambulance est partie avec la grand-mère vers l'hôpital, je me tourne vers cet ami ukrainien et je lui dis mais votre société est vraiment dingue de corruption. Et il me répond oui bien sûr. Mais est-ce que et je lui dis mais un jour des services publics viendront. Enfin vous aurez la même vie que nous quoi. Et les ambulances s'arrêteront pour prendre en charge les malades. Et il me dit, mais est-ce que tu es sûr qu'en fait, nécessairement, ça va aller dans ce sens-là? Et on a une longue discussion où, en gros, il remet en cause notre croyance fondamentale qui est que l'histoire a un sens. Tout à fait. Et que finalement, notre modèle va s'étendre, que notre modèle va s'améliorer et qu'on vivra de plus en plus heureux et dans une société de plus en plus pacifiée et de plus en plus égalitaire. Et ça a été une croyance extrêmement forte qui a triomphé, en particulier dans les années 80 et 90. Et on se rend compte aujourd'hui que c'est faux. C'est faux. Et que si on continue de la même manière, c'est pas vers le progrès qu'on va, c'est vers le gouffre. Et ça, c'est l'appréhension de ça, la compréhension de ça, ça ébranle en fait notre croyance dans la démocratie libérale. Et donc il faut réapprendre à penser à penser la démocratie sans penser le progrès linéaire. Exactement. Et en anticipant le fait que si on continue de la même manière, c'est vers la fin du monde qu'on avance, c'est pas vers la réalisation des prophéties de bonheur et de joie pour l'humanité.
Deuxième certitude ébranlée, c'est l'idée de dire que cette société des années 80 qui a créé pour plus de liberté, effectivement, l'homo economicus, finalement, elle a créé un être qui est dans la recherche du souci de soi. Et d'ailleurs, comme finalité du souci de soi, c'est même aujourd'hui du souci de l'argent, en fait. Et c'est une espèce de cercle fermé. Et du coup, il n'est plus dans le souci de l'autre. En fait, il peut y avoir les deux. Moi, je ne suis pas pour la négation de l'homo economicus. Ça existe. On peut être conduit par des intérêts égoïstes. On peut être conduit par la volonté de gagner plus, de maximiser son bénéfice personnel. Mais il ne faut pas que cet homo economicus soit trop dominant. Et aujourd'hui, ce qui se produit, c'est que finalement, l'homo economicus a colonisé les autres parties de notre être, a colonisé la partie altruiste et a colonisé surtout la partie civique, citoyenne, la partie publique de notre existence. Et c'est ça le déséquilibre en fait qui se produit aujourd'hui. Et donc, il faut en gros rétablir les autres parties. Ça ne veut pas dire qu'on doit nier le marché, nier l'individu consommateur, nier l'individu producteur, mais on doit montrer qu'il y a d'autres parties de nous qui doivent être exprimées aussi. Et que l'homme n'est pas naturellement égoïste, il n'est pas naturellement altruiste non plus, il n'est pas naturellement ni l'abbé Pierre ni Donald Trump, mais il est potentiellement tout ça. Et donc, parce que naturellement, on ne sait pas ce qu'il est, c'est ce que vous dites aussi. La nature humaine, c'est une construction idéologique, donc finalement, on lui implémente ce qu'on veut. Mais les néolibéraux, comme tous les idéologues d'ailleurs, ont prétexté, fondé leur théorie dans la nature humaine en disant l'homme est naturellement égoïste, donc il faut un système qui lui permet de maximiser son égoïsme et sa solitude. On n'en sait rien de ce que l'homme est naturellement. Celui qui vous dit « moi je fonde ma théorie sur la nature humaine », il utilise un argument d'autorité, c'est un mythe. Il n'utilise pas un argument scientifique. Et donc il y a la nécessité en fait de permettre à l'homme d'être plusieurs choses à la fois, et notamment d'être citoyen. Vous savez, aujourd'hui on dit la déclaration des droits de l'homme, et on s'arrête là. En réalité, il y a quand même une déclaration qui a été écrite qui s'appelait la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et c'est pas parce que les révolutionnaires français étaient adeptes des répétitions. Ils parlaient mieux français que moi, et s'ils ont mis les deux mots, c'est pas pour qu'ils se répètent, c'est pour qu'ils s'additionnent. C'est donc que l'homme et le citoyen sont pas les mêmes, et ils sont deux personnes en un seul corps. Et donc tout l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on rétablit ce passage de l'homme au citoyen qui est aussi une mort à soi, comme on le dit. Exactement. Et donc dans ce passage de l'homme ou de la femme au citoyen à la citoyenne, vous parlez de sacrifice. C'est beaucoup demandé du coup, ce sacrifice de mort à soi, pour arriver, on en parlait, à un soi authentique, comme le soi authentique heideggerien peut-être, mais effectivement c'est demandé beaucoup. On va parler tout de suite de comment est-ce qu'on peut y arriver. Mais la démocratie est extrêmement exigeante. Voilà. On pense comme ça que la démocratie c'est une histoire de bisounours, mais en réalité il n'y a rien de plus exigeant que la démocratie. L'exercice partagé du pouvoir suppose un effort sur soi-même qui est extrêmement violent. Il faut arriver à maintenir riche la partie publique de notre être et à accepter d'appauvrir la partie privée. Et que si on ne fait pas ça, en fait, la République ne peut pas tenir debout, la chose publique. Il y a comme ça, dans nos vies, des moments où on doit cesser de s'exprimer en tant qu'individu et s'exprimer en tant que citoyen. Une manière de créer une rupture, de mobiliser les citoyens, les citoyennes que nous sommes, c'est une révolution mentale. Cette révolution mentale, c'est l'écologie politique. Ouais, vous avez tout résumé. J'ai bien lu mon rappel Gibson. Mais oui, exactement. Et en fait, pour justement faire quelque chose à laquelle on n'est pas habitué, il nous faut un horizon tragique. Il faut qu'il y ait une exigence tragique. Sinon, vous ne changez pas vos habitudes, vous ne changez pas le cours des choses. Et donc, ce qui peut fonder en fait ce dépassement de soi et cette réinscription de l'individu dans le collectif, c'est nécessairement l'horizon tragique. Or, aujourd'hui, quel est l'horizon plus tragique que la possible disparition du monde tel qu'on le connaît? L'écologie, si on la prend au sérieux, si on prend au sérieux la lutte contre le réchauffement climatique, c'est ce qui va nous permettre de réhabiliter en fait
la notion même de république. Est-ce qu'en disant ça, on ne prêche pas déjà des convertis? Et comment conscientiser ceux qui ne le sont pas? Exactement. C'est tout l'enjeu de la politique, mais c'est en essayant comme ça de montrer d'abord que personne n'échappe à cet horizon. C'est-à-dire que c'est pas pour quelques-uns, c'est la fin pour tous. Donc à un moment, il faut prendre en considération quand même ce que ça signifie. Et la deuxième chose, c'est de montrer qu'en fait, cette transformation qui est rendue nécessaire par cet horizon tragique, elle est bénéfique. Aujourd'hui, qui peut se dire réellement heureux dans cette société de solitude? Qui peut se sentir réellement épanoui dans cette société de solitude? Une infime minorité d'entre nous. Et donc, quand on dit par exemple, oui, mais l'écologie c'est un truc de bobo, et fondamentalement, ça ne parle pas aux classes populaires qui doivent penser d'abord à la fin de mois avant de penser à la fin du monde, mais c'est justement à destination de ces classes qui sont les victimes de l'état des choses et de l'état de la société actuellement qu'il faut s'exprimer quand on pense à l'écologie. La politique, à l'origine, c'était l'inversion, la promesse d'une inversion, en tout cas à gauche, d'une inversion des structures de domination sociale. En délégitimant la politique, ces 30 dernières années ont rendu impossible cette inversion des structures de domination sociale. Et donc l'écologie, ça doit être ce projet-là, de rendre à la politique sa puissance, de rendre à la politique un horizon mobilisateur, et donc de rendre à la politique sa capacité à transformer une société. Le challenge du politique, c'est d'aller désatomiser justement, parce que l'atomisation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est le lit du despotisme ou du populisme. Bien sûr, la politique c'est une fabrique de nous. Il faut fabriquer un nous. Or aujourd'hui, qui fabrique du nous? Donc qui fait de la politique au sens noble et au sens fort? C'est Salvini, c'est Trump, c'est toutes les extrêmes droites. Et les progressistes, eux, semblent incapables de produire ce nous, de produire cette identification collective. Donc il faut prendre au sérieux ce qui arrive, c'est-à-dire le triomphe politique, au sens noble, des éléments les plus xénophobes de la scène publique française, européenne et occidentale en général. D'autres manières de faire la politique au sens noble, y en a-t-il? Y croyez-vous? Vous parlez de philosophie, tout simplement dans votre livre, vous parlez du fait de poser des questions, d'essayer de revenir quelle est la place de la culture, quelle est la place de l'art, quelle est la place de la philosophie aussi. C'est-à-dire qu'assister à des débats, organiser des débats sur des questions qui concernent non pas chaque individu, mais la cité dans son ensemble, créer une coopérative agricole, lutter contre un projet d'extraction en mer du Nord, lutter contre les lobbies de la pêche industrielle pour aider les artisans pêcheurs, mais même des choses, créer une association de quartier, tout ça c'est faire de la politique. Ça c'est recréer du lien social, recréer du lien civique, recréer du collectif. Tout ça c'est ce qui permet en fait à une société de tenir. Il faudra que tous nos engagements en fait un jour trouvent une traduction plus directement institutionnelle et politique. Si on veut changer les choses, si on veut éviter le gouffre, si on veut éviter 2030 et la bascule dans l'irréversibilité climatique, il faudra à un moment que ça ait une traduction politique. Mais on fait déjà tous de la politique là. C'est avec le vertige de l'écologie, de faire passer l'humanisme moderne, de lui faire prendre un autre chemin. En gros, il reste soit le transhumanisme, soit exactement. Quel humanisme alors? Soit un humanisme de la réinscription de l'individu dans le collectif, dans son environnement. Il y a eu, comme ça, pendant des siècles, cette idée que l'individualisme occidental, c'était une séparation. Une séparation, l'homme se séparait des autres, les uns des autres, et se séparait de son environnement. Et là, il faut mettre fin au divorce. En gros. Il faut se réinscrire, et donc réapprendre que nous avons des limites, et repenser, en fait, repenser ce qu'on est, vraiment, nous tous, en voyant que notre modèle de développement, qui a permis des progrès immenses, peut-être atteint une forme de limite, là. Et cette limite, elle est tragique, et on ne peut pas la faire disparaître juste parce qu'on zappe avec sa télécommande. Et donc, il faut s'installer dans ce moment-là, et il y a un vers de Hölderlin, un poète allemand qui est dans l'exergue du livre, qui dit « Là où croit le péril, croient ceux qui sauvent ». Donc moi, je pense qu'il faut qu'on aille au bout de ce péril, au fond du gouffre, et que là, on trouvera les ressources, l'énergie pour se sauver. En s'engageant. En s'engageant. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à vous. Merci.